histoires, bienvenue dans La Belle Histoire. Nous sommes aujourd'hui à Amiens et voilà un cirque qui n'aurait jamais existé sans le combat acharné de Jules Verne. Jules Verne, le fou du cirque. Nous sommes en 1889 à Amiens. Jules Verne, l'immense écrivain fantastique, a 60 ans et Jules Verne s'ennuie. Il est riche, il est célèbre, il est très entouré. Pourtant, il prend de l'âge et ne peut plus vivre sa passion des voyages. Encore aujourd'hui, Jules Verne, l'écrivain français le plus traduit au monde. Un pari fou va pourtant réveiller son appétit, sa créativité et sa folie des grandeurs. Un cirque en dur, des animaux, des acrobates, des forains en plein cœur de la ville. Aujourd'hui, vous construisez un lieu comme ça, devant des maisons comme ça, vous avez toute la rue qui est en protestation avec des pétitions. Après un combat féroce, le cirque en dur d'Amiens deviendra un hommage grandiose au monde des saltimbanques. Pourquoi Jules Verne est-il devenu fou de cirque? Pourquoi a-t-il craqué pour ses forains? Comment va-t-il se battre corps et âme pour bâtir ce cirque? Ce sera notre première histoire. La deuxième histoire va vous faire regarder la cathédrale sous un jour nouveau. À Amiens, la cathédrale est un joyau, un fleuron de l'art gothique. Mais vous allez comprendre, en regardant cette émission, que de la voir là, colossale devant nous, ça tient du miracle. Les bombes devaient tomber dessus. Il y a eu une intervention miraculeuse. Ce vaisseau de pierre a traversé les âges, les guerres et la Révolution. Contrairement aux autres cathédrales, elle a résisté aux bombes des 2 guerres mondiales. Qui protège la cathédrale d'Amiens? Les reliques du crâne de Saint Jean-Baptiste, les forces hydrotelluriques, Ou simplement la bonne étoile? Ce sera la deuxième histoire de notre émission. le cirque est-il la dernière folie de Jules Verne? La cathédrale d'Amiens est-elle vraiment miraculée? Avec Myriam Bounafa, avec François Reynard. Vous êtes aujourd'hui à Amiens. Vous aimez la belle histoire? Ça tombe bien. C'est parti. C'est parti. Au centre d'Amiens trône le plus grand cirque en dur de province, un bijou imaginé par Jules Verne, le plus grand auteur d'histoires fantastiques. C'est le résultat de l'un de ses derniers combats. Il engagera son nom, son réseau et son amour du cirque avec un seul objectif. Beau, que ce soit le plus beau cirque qui ait été construit en dur. Et il va y mettre toute sa passion. Car Jules Verne est un passionné, un fougueux. Son imagination est sans limite. C'est d'ailleurs grâce à ce cerveau bouillonnant qu'il fera fortune. Il arrive à Paris, on est au milieu du XIXe siècle et comme beaucoup de gens, il rêve de faire des lettres, du théâtre, d'être écrivain, etc. Bon, il écrit des poèmes, des pièces, tout ça marche très bien. Et puis un jour, par un peu les hasards, il y a un éditeur qui est spécialisé de la littérature pour la jeunesse. Et Jules Verne lui dit, bah voilà, j'ai un manuscrit, j'ai un truc, c'est 5 semaines en ballon. Et bien ce roman pour la jeunesse, il a une célébrité internationale. Encore aujourd'hui, Jules Verne, l'écrivain français le plus traduit au monde. Et dans tous les écrivains du monde, c'est le deuxième le plus traduit après Agatha Christie. Viendront ensuite 20 000 lieues sous les mers, le tour du monde en 80 jours, des succès qui font de lui un homme riche, désormais capable de s'offrir les voyages qu'il raconte et d'aller ainsi sur place découvrir les personnages de ses histoires. Jules Verne, c'est quelqu'un qui voyage, qui a 3 bateaux, de Saint-Michel 1, Saint-Michel 2, Saint-Michel 3, qui va en mer dans des conditions parfois assez rocambolesques et assez difficiles pour lui et pour sa femme, puisqu'elle-même reviendra d'Italie par le train parce qu'elle ne peut plus faire le bateau. Elle veut plus. Voilà, elle ne veut plus suivre. Il est fou de géographie, Jules Verne, et il est fou d'une deuxième chose, c'est de science. Et le 19e siècle, c'est le siècle de la science. C'est le siècle où on invente tout, les grandes inventions, la médecine, l'électricité, le chemin de fer, etc. Et donc, lui, il est au cœur de ces deux choses-là. Et c'est pour ça, à mon sens, que c'est un grand écrivain, que c'est un écrivain qui est devenu tellement célèbre parce qu'il correspondait aux obsessions de son temps. Quand il arrive à Amiens, Jules Verne a 60 ans passés. Mais ici, c'est une célébrité, une sommité. Il devient conseiller municipal et c'est chez lui que s'organisent les soirées les plus folles. Gustave Eiffel, les frères Lumière et tout ce que la France compte de notable se bouscule chez lui. L'homme n'a rien perdu de son effervescence, le goût du voyage est toujours là et c'est désormais des forains qu'il se sent le plus proche. Plusieurs fois par semaine, il quitte son bureau pour se rendre à 2 pas de là, dans le cirque en bois de son ami Théodore Rancy. Après avoir vu le spectacle, soit il allait les voir dans leur loge, soit il pouvait les inviter. On est vraiment un jet de pierre du cirque, donc
on peut Imaginer des fins de soirée voilà, ici, tout à fait, bien arrosées, à refaire le spectacle. Quoi. Voilà, exactement, et à refaire le monde, bien sûr. Issu d'une des plus grandes familles de cirque de l'époque, Rancy redonne à Jules Verne l'évasion qui lui manque. Il partage avec lui son rêve. Jules Verne va régulièrement voir les représentations que Théodore Rancy donne à Amiens, quoi. Donc ils parlent ensemble et quand Théodore Rancy lui dit que ce serait bien qu'il y ait un cirque en 87, qu'il y ait un cirque en dur qui se fasse ici, à la place du cirque en bois qui est devenu trop vétuste, Jules Verne prend le pari, en tant que conseiller municipal d'Amiens à l'époque, de convaincre le maire Frédéric Petit de construire un cirque de cette beauté-là à Amiens. Et on ne peut rien refuser à Jules Verne. Le feu vert est donné pour la construction du nouveau cirque. Les travaux vont durer 2 ans. Est-ce que c'est un combat acharné? Est-ce qu'il va y mettre de la passion? Enfin, qu'est-ce qu'il va y mettre, Jules Verne, pour la réalisation? Ah bah, il va y mettre plus que de la passion, il va y mettre... Enfin, pour moi, si vous voulez, il y a des monuments à Amiens qui représentent Jules Verne dans la ville. Mais s'il y a un monument sur lequel Jules Verne a vraiment donné tout ce qu'il avait dans les tripes, c'est bien ce lieu. Ce lieu est alors une prouesse. 27 mètres de hauteur et surtout 44 mètres de diamètre. Une piste de rêve pour tous les artistes. Et même les plus amateurs. On danse? Tu sais, c'est quoi le mouvement de l'écuyère avec le monsieur Loyal qui fait comme ça? Je sais pas. T'es bête. On n'est pas très bon. Vraiment. On n'est pas très bon. Le cirque, tel qu'on a l'idée du cirque, comme ça, c'est quelque chose de très récent en fait. C'est-à-dire que le mot lui-même, il remonte à l'Empire romain, hein, les jeux du cirque, tout le monde connaissait, les gladiateurs, etc. Mais ensuite, ça réapparaît au XVIIIe siècle. Il y a par exemple tout ce qui est la ménagerie. Dans les foires, etc., il y avait des montreurs d'ours et tout ça au Moyen-Âge, ça c'est très ancien. Mais là, au XIXe siècle, on amène des animaux, on les montre et on les dompte. En 1869, là un petit peu avant l'histoire qu'on raconte ici, il y en a un qui est mangé par un lion devant les gens devaient être très contents parce qu'ils avaient eu ce qu'ils voulaient. Mais enfin, bon, oui, c'est un peu l'horreur. Ouais. Bon. Au XIXe siècle, il y a des choses qu'on fait qui sont de plus en plus risquées, parce que dans le cirque, il y a ça aussi. Hein, il y a les voltigeurs. Voilà, il y a toujours l'idée est-ce qu'ils vont tomber ou pas, etc. Et il y a des attractions qui nous paraissent complètement démentes. Par exemple, dans les années 1860, il y a un truc qui est très à la mode, c'est l'homme canon. Donc ça veut dire qu'on met l'homme dans le canon et on allume le canon. Bon, il y a quand même un qui est mort, hein, donc voilà. C'est le boulet en quelque sorte. Non, je ris, c'est pas très drôle, mais bon, voilà. Le cirque en dur cumule les innovations. C'est le premier cirque chauffé de France, 3000 places, avec toute une coupole dégagée, un vrai cadeau fait aux artistes. Quand on est arrivé là, c'est quand même dommage de ne pas rentrer. Ah bah non, mais complètement. Donc on est vraiment là dans une structure technique qui est type 1889, quoi. Ça n'a pas bougé depuis, quoi. Ah, c'est pareil. La hauteur de 27 mètres que nous avons d'en bas jusqu'à la coupole, c'est pour les spectacles de grande voltige, hein, pour permettre des grandes voltiges. C'est pour ça qu'il a fait en sorte que tout soit dégagé, qu'il n'y ait pas de poteau à l'intérieur du film. Ah. Il faut que ce soit le plus pur possible, le plus haut possible, le plus large possible pour qu'on puisse faire le plus de choses possibles. Non mais c'est assez simple, c'est un raisonnement qui est absolument extraordinaire. Il ne faut surtout pas créer des choses qui vont venir troubler la possibilité pour les artistes de faire des choses incroyables. Ceux qui font le cirque, ils sont perçus comment quand un cirque arrive dans une ville? C'est quand même des animaux, des gens, des étrangers. Ils sont bien accueillis. C'est un petit peu des tribus, toujours des familles avec ça va de père en fils, hein, c'est toujours comme ça, donc c'est toujours un petit peu des gens du voyage considérés toujours comme un petit peu à part, ça c'est sûr. Dans l'idée comme ça de cette espèce de romantisme du XIXe siècle, on est très amoureux du cirque parce que c'est la vie merveilleuse et tout ça. Ce qui fait la modernité de ce cirque, c'est que d'abord ça permet d'avoir des cirques qui défilent sans arrêt dans la ville sans les nuisances du cirque qui défile dans la ville. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils sont installés dans du dur, mais ils ne sont pas installés sur des terrains de terre plate comme ça, premièrement. Et deuxièmement, entre guillemets, on peut les surveiller, parce qu'on surveille les gens de cirque. Donc c'était courageux quand même de construire ce lieu en face de ces maisons bourgeoises, qui étaient quand même... Enfin, je veux dire, aujourd'hui, vous construisez un lieu comme ça, devant des maisons comme ça, vous avez toute la rue qui est en protestation avec des pétitions. Hein. C'est impossible de faire ça. Donc si ça n'avait pas été Jules Verne, ça n'aurait pas été... Je crois que ça n'aurait pas été possible. Amiens aime et accueille donc effectivement les gens du cirque, mais plus les mois passent, plus les folies de Jules Verne font peur. Ce cirque a été construit à côté d'une voie ferrée. Le sol n'est pas très stable.
il est tenu par 16 piliers qui sont à l'extérieur. Il n'y a pas de pilier central, ni de pilier à l'intérieur pour le soutenir. D'accord. Donc pour beaucoup de personnes, ça ne fait pas de doute. Le premier train qui va passer, la structure va vibrer et tout va s'écrouler. La peur de la nouveauté nourrit les angoisses, mais ce qui affole la presse, c'est son prix, 1 million de francs. À la une, on s'insurge, le cirque coûte 4 fois plus cher que prévu. Un plat indigeste. C'est quand même très fort, quoi. Je suis persuadé qu'il n'y a pas beaucoup de maires qui ont vécu ce genre de campagne, je dirais, dénigrement aussi violente, quand même. Mais finalement, le dimanche 23 juin 1889, le cirque tant rêvé par Jules Verne est enfin inauguré. Toute la ville s'y presse, la salle est comble. Lors du discours d'inauguration, Jules Verne exulte. Il est solidement et correctement construit. Quelle plus incontestable garantie en pourrait-on exiger puisqu'il ne s'est pas écroulé ce soir sous les applaudissements dont vous avez salué notre éclatante inauguration. C'est formidable quand même. Ce cirque, appelé autrefois cirque municipal, porte désormais le nom de son créateur. Je ne sais pas comment il a fait, mais une chose est certaine, c'est qu'il a fait un coup de génie parce que Amiens peut se vanter avec Troyes et d'autres villes, Valenciennes, d'avoir un cirque en dur, ce qui manque malheureusement à beaucoup de villes. Marcos, lui, veille toujours à ce que l'âme de l'écrivain, voyageur et bohème, repose dans ce lieu incontournable d'Amiens. Ça, c'est extraordinaire, quoi. Je veux dire, il dit bien que ce qui va s'inscrire aujourd'hui, maintenant, dans ce lieu, c'est quelque chose qui va nous servir pour l'avenir. Et on le voit bien aujourd'hui. Il est encore là. C'est un des rares cirques en dur existants encore en France, qui a une capacité de 1600 spectateurs et qui offre des spectacles de cirque sur la piste toute l'année, quoi. Aujourd'hui, dans le monde du cirque, Jules Verne est un membre de la famille. Les écoles viennent donc faire de ces romans fantastiques des spectacles. La relève est assurée et le rêve de Jules Verne éternel. Amiens, la cathédrale est un joyau, le fleuron de l'art gothique, mais vous allez comprendre dans cette deuxième partie de l'émission que de la voir là, devant nous, solide, colossale, ça tient du miracle. Notre-Dame d'Amiens est immense et magistrale. Depuis le Moyen-Âge, ce vaisseau de pierre a résisté à toutes les périodes, même les plus sombres. Les cathédrales de Paris, de Reims, de Beauvais ou Rouen ont toutes été endommagées pendant les guerres ou la Révolution. Amiens, elle, reste debout, droite dans ses colonnes, miraculeusement indemne. Les bombes devaient tomber sur la cathédrale, mais à 60 mètres, elle obliquait pour ne pas tomber sur l'édifice. La cathédrale est en effet sortie intacte de la Seconde Guerre mondiale, alors que sa taille aurait dû en faire une cible facile. Cette cathédrale, c'est la plus grande de France. C'est la plus vaste qui existe en France, c'est de très très loin. De très très loin. Par rapport à Paris, par exemple, la cathédrale d'Amiens, elle fait 7700 m² au sol, Paris n'en fait que 5005. Et il y a pire, vous allez voir le Chauvin, le volume Amiens c'est 200 000 m3, Paris ne fait que 90 000 m3, donc on est plus du double de Paris. Et je vois un rictus là. C'est des petits joueurs à Paris. Ah bah bravo. Mais ce qui fait aussi la fierté des Amiénois, c'est la rapidité avec laquelle la cathédrale a été construite. 50 ans, un exploit par rapport à Notre-Dame de Paris. Paris, on a mis 107 ans. Et quand le dicton qui dit tu vas mettre 107 ans à faire cela, c'est bien de là. C'est la construction de Notre-Dame de Paris. C'est pour se moquer quoi. Voilà. Ouais, c'est pas pour se moquer, non. Les Amiénois ont donc de quoi être fiers de leur cathédrale. Avec ses hauteurs, ses voûtes et ses arcs-boutants, c'est une réussite absolue. L'exemple parfait du gigantisme de l'art gothique. Comme tu pourras le remarquer, ces arcs-boutants, ils sont doublés. Exact. Pourquoi? Ah, vas-y, parce que... J'adore, tu sais pas? Non. En fait, à un moment donné, on ne sait pas trop pourquoi la cathédrale elle a commencé à se disloquer. Ouais. Et du coup, pour pouvoir la maintenir, non seulement on a fait passer un fil de fer tout autour pour la ceinturer, mais en plus on a doublé certains arcs-boutants. Pour soutenir le bâtiment, d'accord. Tu me poses des questions là, si tu sais pas. Ouais, c'est bien, mais il faut que je mette mes lunettes parce que là, je fais ça et je vois rien du tout en fait. Majestueuse, imperturbable. Pourtant, la cathédrale d'Amiens a bien failli être réduite en cendres pendant la Seconde Guerre mondiale.
Seuls des sacs de sable viennent alors la protéger. 6 000 à l'extérieur, 16 000 à l'intérieur, une sorte de gilet pare-balles, fragile et dérisoire. En 1940, on a eu 3 journées tragiques, 18, 19 et 20 mai 40, où les Allemands vont écraser la ville avec des bombes incendiaires et elle sera détruite à 65%. Et partout dans Amiens, vous verrez la brique très rouge, vous pouvez être sûr, c'est des reconstructions des années 50. Toutes ces maisons en briques étaient donc un champ de ruines. 2/3 de la ville complètement rasée. Bah dis donc. En 40, Jean avait 14 ans. On le surnomme ici la gargouille des temps modernes. La vieillesse est un naufrage. Ouais, c'est sûr. Pendant 5 heures, j'ai entendu des bombes partout. Quelle vision d'épouvante. C'était les Stukas allemands qui venaient déverser. Et on avait peur pour la cathédrale. En sortant, j'ai vu une vision d'épouvante. J'ai vu Amiens complètement rasé et au milieu de ça, c'est vrai, une cathédrale miraculeusement intacte. Pour certains, c'est un miracle. Pour d'autres, un pacte secret. La cathédrale d'Amiens était-elle protégée par le pape ? Impossible de l'affirmer pour les raids de 40. Mais une chose est sûre, pendant la Première Guerre mondiale, un appel au secours est envoyé directement au Saint-Siège. Vu les gros dégâts qu'ils avaient occasionnés à Reims et à Laon, on était fort inquiets. Et c'est pour ça que l'évêque d'Amiens a écrit au pape, en définitive, pour intervenir auprès du Kaiser Guillaume II pour ne pas tirer sur la cathédrale. Et Guillaume II, qui n'a pas respecté Reims, Reims a été complètement rasé, a quand même accepté de changer le tir de la Grosse Bertha. Elle ne tirait plus sur Amiens. Une cathédrale protégée par le pape pendant la Première Guerre mondiale et peut-être même pendant la Seconde. Si aujourd'hui la cathédrale semble être une véritable œuvre d'art, à l'époque, sa raison d'être était beaucoup plus terre à terre. Ça sert à quoi, une cathédrale? Ça, c'est une bonne question parce que les gens confondent toujours, quand on dit cathédrale, tout le monde pense ça. La cathèdre, c'est le siège de l'évêque. Au Moyen-Âge, donc au XIIe, XIIIe, etc., à cause de l'essor des villes, on a construit des grandes cathédrales parce qu'il y avait l'idée qu'il fallait pouvoir réunir toute la ville dedans. Il faut montrer la beauté, la puissance de la ville. Il y a autre chose qui est très importante dans le gothique, c'est la Bible de Pierre. Ça veut dire qu'on est face à une population qui ne sait pas lire. Donc pour lui apprendre l'enseignement des apôtres, des saints, etc., tout ça c'est marqué. C'est une espèce de bande dessinée en quelque sorte. D'accord ? Et à l'intérieur, il y a aussi les histoires qui sont racontées par les vitraux. On disait il faut aller à la lumière par la lumière. Et si la cathédrale était protégée non pas par le pape, mais par les saints? Et si sa bonne étoile se trouvait enfermée quelque part dans un coffre précieux? C'est ici que sont conservées les reliques de Saint Jean-Baptiste. Pour beaucoup de croyants, c'est là qu'il faut chercher le miracle. Si on construit cette cathédrale, c'est pour abriter une fameuse relique. Donc on a ici le haut du crâne qu'on appelle un chef, le chef de Jean-Baptiste, qui a été ramené après la prise de Constantinople en 1204. Vous me la montrez? On va la voir, elle est là juste derrière. On va aller la voir. Elle est, là. protégée? Elle est là. Depuis le XIIe siècle, Amiens abrite donc ces reliques inestimables, pillées et rapportées ici, au temps des croisades. Ah mais c'est horrible, c'est un crâne? Je viens de vous le dire que c'était un crâne. C'est le haut du crâne qu'on appelle un chef. Je dirais la planète des singes. On appelle un chef. Si vous dites ça, la planète des singes, ils vont être contents, je vous le dis. C'est plus rien. Je peux vous dire qu'ici, on a des quarantiers des gens de Pays de l'Est qui viennent vénérer la relique. Ils reconnaissent que c'est la vraie, donc ils viennent vénérer la relique. Pourquoi ça donne autant de valeur à... Jean-Baptiste, vous ne connaissez pas, non? Non, je connais pas. C'est celui qui a baptisé Jésus dans les eaux du Jourdain. D'accord. Donc c'est le précurseur en définitive. Et donc ce crâne a combien d'années? Il a 2000 ans, passé. Ouais, c'est ça. Il a 2000 ans, oui. Et un chanoine de la cathédrale qui s'appelait Wallon de Sarton, il fait comme tout le monde à Constantinople, il va fouiller partout. Mais il va fouiller partout. Il ne va ni voler de l'or ni de l'argent, il va trouver cette relique dans une église désaffectée. Donc il va la prendre, il va la ramener ici en 1206. Et on Il va voler une relique à Constantinople? Voler la relique, il va la prendre, on va dire. Est-ce que... Parce qu'elle a été expertisée, cette relique, en plus. Alors? Elle est vraie? Je n'ai pas dit qu'elle était vraie, il n'y a que la foi qui sauve, de toute façon. Alors là, la tête de Saint Jean-Baptiste, est-ce que c'est Saint Jean-Baptiste? Moi, je ne le crois pas une minute, mais en tout cas, c'est une tête humaine, ça c'est sûr, quand on la voit. Mais par exemple, à Notre-Dame de Paris, on avait le véritable lait de la Vierge Marie.
d'accord? Le lait de la Vierge Marie. Par exemple, il y avait à peu près une vingtaine d'abbayes en Europe où on avait le prépuce du Christ, d'accord? Le Christ, il a été circoncis, d'accord? Donc on a coupé son zizi. Un ami, quand il était au séminaire, il est prêtre maintenant, et quand il était au séminaire, il y avait un globe de verre dans lequel il y avait le véritable éternuement de Saint, je sais plus quoi, Saint machin avait éternué, on l'avait gardé, etc. Bon voilà. Donc dans les reliques, effectivement, il y a un peu tout et n'importe quoi. Bonjour. Mais pour Pierre-Alexandre, ce ne sont ni les reliques ni les papes qui protègent la cathédrale. Et c'est vous qui avez des pouvoirs magiques? Oh non, je n'ai pas de pouvoir magique. Aucun pouvoir magique. Mais vous, par contre, vous pensez que les cathédrales, elles sont protégées, celle-ci en particulier, Tout à fait. à cause d'éléments extérieurs? Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a un magnétisme en fait qui est lié aux cathédrales et qui fait que ces cathédrales vont protéger les gens. Et ça s'explique par quoi? Ça s'explique par rapport à la terre, par rapport à différents paramètres, au sous-sol, par rapport à des lignes de force. On pourrait dire peut-être que la terre, c'est un petit peu comme un être humain. Et par rapport aux êtres humains, on a des méridiens d'acupuncture. Et la terre a certainement des méridiens d'acupuncture également. On voit qu'il y a certains animaux qui réagissent à des champs magnétiques, qui réagissent à l'orage ou qui réagissent à des tremblements de terre largement avant nous. Peut-être que les anciens avaient une certaine sensibilité, une perception qui était à leur époque et qu'on a perdu au fil du temps. Est-ce que les champs magnétiques, c'est un truc de crédible là? Alors en tout cas, je pense que les champs magnétiques, là c'est hors de ma spécialité, mais je pense que c'est tout à fait crédible, qu'il y a tout à fait des ondes, etc. Ça j'y crois tout à fait. Et par ailleurs, l'autre chose qui est vraie aussi, c'est que, alors là, si on dit ça, ça fait pas plaisir aux chrétiens, mais que toutes les cathédrales et toutes les grandes églises, elles ont été bâties là où il y avait des temples avant, la plupart du temps. C'est-à-dire que là, de manière évidente, il devait y avoir des temples, etc. Donc ça veut dire que depuis la nuit des temps, et bien avant l'apparition du christianisme, il y a des gens qui devaient se dire, il y a des peuplades qui devaient venir ici et penser que ce lieu méritait d'être honoré parce qu'ils avaient senti des forces particulières, etc. Ça sans doute. D'ailleurs, à l'intérieur de la cathédrale, si vous regardez bien sous vos pieds, les carreaux dessinent un labyrinthe dont le cœur est le centre de l'édifice. Un labyrinthe, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un circuit qu'on a au niveau du sol. Les gens parcouraient ce circuit au Moyen-Âge. Ça représentait, on va dire, les pèlerinages que les gens ne pouvaient pas faire. Est-ce que vous avez moyen de vérifier ça, qu'ici il se passe des choses particulières? Alors, on peut essayer de le montrer avec des baguettes, comme des baguettes de sorciers. C'est des baguettes comme dans Manon des Sources, quand elle fait comme ça avec la charge de l'eau? Ouais, c'est un peu ça. C'est un petit peu plus moderne, on va dire. Ça fait un peu pistolet extraterrestre. Ah, c'est ça? Voilà, tout à fait. C'est juste une baguette qui est comme ça, en fait. Donc, dès qu'il y a un champ électrique ou un champ magnétique, la baguette se met à réagir, à tourner, à bouger. Et effectivement, quand on arrive vers le centre du labyrinthe, on s'aperçoit qu'il y a la baguette qui tourne, il y a une force qui s'exprime. Et si je passe de l'autre côté, la baguette redevient normale. Donc, et si moi je le fais, ça marche aussi? Vous pouvez essayer. Oh. J'ai peur. Attendez, qu'est-ce que ça veut dire ça du coup? On est juste sur une zone magnétique, c'est tout. Donc ça veut dire qu'entre ici, à l'extérieur du cercle, et ici, il y a quelque chose. Effectivement, il y a des énergies différentes. Il y a quelque chose qui se passe. Ceux qui disent que, par exemple, les obus auraient été déviés de leur trajectoire pendant la Seconde Guerre mondiale, pour vous, ça vous paraît cohérent? Tout à fait. Moi, ça me fait un peu peur. Je vous la donne. Faut pas avoir peur, c'est pas magique, c'est scientifique. C'est scientifique. Ouais. Les bombes devaient tomber et subitement, elles se sont comme écartées. C'est parce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui est intervenu quand même. Un champ magnétique qui aurait protégé la cathédrale, des papes qui agissent en sous-main pendant les 2 guerres mondiales, ou des reliques inestimables. François, tu crois toi au miracle? Alors, bon, moi j'ai pas tendance, c'est pas tellement ma tendance de croire au miracle. Je pense que voilà, celle-là, elle a échappé au bombardement, tant mieux. On est très content de voir encore la cathédrale d'Amiens. Il faut quand même pas oublier qu'autour, toute la ville a été détruite en 1918, puis après ça a commencé en 40, etc. Donc il faut penser aussi que s'il y a un miracle, et si j'étais Dieu, moi j'aurais plutôt protégé les populations qu'un bâtiment. Voilà. Enfin, je ne suis pas Dieu. Ouais. Ah bon? Voilà. Et par ailleurs, disons que, alors après, selon les points de vue des gens, il y a les croyants qui disent c'est un miracle, il y a les gens qui sont spécialistes des failles telluriques, etc., qui disent c'est parce que... Ouais, champ magnétique, incroyable. Champ magnétique, etc. Incroyable. Moi, je suis dans la tradition, disons, de Voltaire, j'appelle ça le hasard.
Voilà, mais enfin, chacun l'appelle comme il veut. La philosophe, les philosophes. Difficile d'expliquer ce qui veille vraiment sur Notre-Dame d'Amiens. La seule chose qui est sûre, depuis 1981, elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. La belle histoire, c'est terminé. Nous quittons Amiens, le cirque Jules Verne et cette colossale cathédrale. On se retrouve la prochaine fois pour un autre lieu et 2 nouvelles histoires. Ça, ce n'est pas un miracle, c'est une promesse. Ciao!